Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité toulousaine de ce lundi, les essais de roulage de la seconde partie du tramway en vol. La ligne doit relier l'aéroport au centre de Toulouse. Les guides conférenciers de la région mobilisés pour défendre un statut en danger, vous les entendrez dans quelques instants. Et puis, il y avait du sport ce week-end, un week-end pour le moins morose pour les clubs sportifs toulousains. Mais tout d'abord, le dépôt total de l'Espinasse bloqué ce matin et toute la journée. Les routiers, vous le savez, ont entamé hier soir une grève nationale reconductible prévue au moins jusqu'à mardi. Mardi, c'est justement le jour de la prochaine séance de négociation annuelle dans le transport routier. Les routiers demandent une revalorisation de 5% de leur salaire. Les premiers blocages ont eu lieu ce matin dans plusieurs points stratégiques de l'Hexagone, assortis d'opérations escargot. À Toulouse, plusieurs dizaines de chauffeurs routiers se sont mobilisés dès 4 heures du matin pour bloquer le dépôt de Fondère. Il y aurait eu une altercation avec les forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter Patrick Barriot, secrétaire des Transports de Haute-Garonne, au micro d'Anna Guerre et d'Alain Sorat. Aujourd'hui, nous avons la négociation sur la logistique. Demain, nous aurons la négociation sur les transporteurs routiers. Et mercredi, nous aurons la négociation sur les voyageurs. L'ensemble des conducteurs routiers demandent à peu près 5% d'augmentation de salaire qui correspondrait à peu près à 100 €. Ici, on bloque une raffinerie. Ailleurs, vous avez des routiers en colère qui font des petits ralentissements. Ailleurs, vous avez des zones industrielles qui sont bloquées. Voilà, on ne s'empêche pas de prendre toutes les actions possibles. Transport toujours, mais là, ça avance et ça roule même. Les premiers essais de roulage du tramway de la ligne T2 en vol ont eu lieu aujourd'hui. On parle ici du prolongement de la ligne de tramway qui doit relier l'aéroport de Blagnac à la station Palais de Justice à Toulouse dès le mois d'avril. Pour rappel, la ligne T1 dessert déjà le CHU de Purpan et la station des Arènes depuis Blagnac. Benjamin Bont a suivi ces essais de roulage cet après-midi. 3 nouvelles stations sur le parcours. Les détails. 35 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra pour relier le palais de justice à l'aéroport dès le printemps prochain. Le tram en vol a effectué aujourd'hui son premier roulage à blanc en présence de la presse et des élus. La ligne T1 est prolongée de 2,4 km et possède 3 stations, Nado, Dora et l'aéroport. Toutes les stations importantes sont placées autour du tissu industriel et le terminus, bien entendu, c'est l'aéroport. Il y a beaucoup de monde qui y vient, donc pour cumuler le public qui prend l'avion, ceux qui y travaillent et ceux qui travaillent autour, il fallait un outil de ce type. Tisséo attend près de 10 000 voyageurs par jour sur cette nouvelle ligne, des vacanciers en partance, mais aussi des travailleurs. Avec Airbus, avec ATR, la chaîne de sous-traitance, quelque chose comme 50 000 emplois qui travaillent sur cette plateforme. C'est donc une fluidité dans la circulation quotidienne que l'on recherche, une possibilité des capacités de développement pour l'avenir. Bref, entretenir ici une dynamique dont on a besoin. Au total, l'investissement s'élève à plus de 73 millions d'euros. La mise en service est prévue le 11 avril prochain. Transport toujours avec les chiffres de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. En 2014, il a été, vous le savez, le premier des grands aéroports régionaux lancé dans une procédure de rachat des parts détenues par l'État. L'année 2014 n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu le choix du consortium chinois pour reprendre les parts de l'État dans son capital. Et puis une longue grève chez Air France qui a entraîné du coup une baisse de l'activité aérienne. Pascal Solaire pour les détails tout de suite. 7 517 736 passagers en 2014, c'est 0,7% de moins qu'en 2013. Au plan national, le trafic est en baisse de 0,8%. Paris reste la première destination régulière depuis Toulouse et représente un peu plus de 70% du trafic national régulier. En région, Toulouse-Lyon est la ligne la plus fréquentée, suivie de Lille et Nantes. Le trafic est en baisse sur 2014, 2 raisons principales. Premièrement, vous le savez, depuis 2 ans, quand même une stabilisation de l'offre, en particulier d'Air France, qui a diminué l'activité de sa base qui avait été créée en 2012.
Deuxièmement, un effet conjoncturel qui est vraiment la grève d'Air France pendant 15 jours qui nous a enlevé près de 110 000 passagers, c'est-à-dire 1,5 point de croissance. Soit 1 million d'euros en moins. Le trafic international régulier reste stable avec des résultats positifs sur Londres et une forte progression de 12% du trafic vers l'Afrique du Nord. Si le nombre de vols charters affrétés est en net recul malgré une forte augmentation de voyageurs vers les destinations grecques, le segment low cost a progressé de 0,5%. EasyJet reste la première compagnie à bas coût de Toulouse-Blagnac, suivie de Vueling. Dans le premier trimestre de cette année, l'aéroport finalisera le rachat de 49,9% de son capital par un consortium chinois. Un hub est quelque chose qui est un centre de correspondance avec tel qu'il existe sur les grandes plateformes. Il n'a jamais été question par personne de mettre un hub à Toulouse pour qui que ce soit. Il a été question de développer des liaisons avec la Chine en point-à-point et de faire venir des Chinois ici. Les effets sur le trafic, les effets sur les liaisons, on ne les verra pas avant 2016 et les années d'après. 2015 devrait être marqué par une hausse significative du trafic en raison d'ouverture de lignes et de nouvelles destinations vers Oujda au Maroc, Paphos à Chypre ou Izmir en Turquie par exemple. Un grand chantier d'extension de l'aérogare sera lancé au niveau des halls A et B pour mieux accueillir les passagers de compagnies low cost et régionales. L'avenir des guides conférenciers serait-il menacé? L'ensemble de la profession de Midi-Pyrénées s'est en tout cas mobilisé cet après-midi, place du Capitole, pour sensibiliser le public sur un changement de statut qui se profile. Les guides conférenciers protestent contre une déréglementation à venir et dénoncent la précarité de leur profession. Les détails avec Pascal Solaire. Guider, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Les guides conférenciers suivent une formation universitaire de 3 ans après le bac. Ils doivent avoir une carte professionnelle délivrée par la préfecture pour exercer leur métier. Suite à la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, le gouvernement serait autorisé à légiférer par ordonnance et à supprimer cette carte. Elle serait remplacée par une simple inscription sur un registre déclaratif. Le danger, c'est que d'une part, ce fameux registre dont on nous parle, sur lequel il faudra s'enregistrer pour devenir guide, il sera ouvert à toutes les personnes, donc de toute la France, formation ou pas, y compris à des personnes venant des pays étrangers. Et donc cette loi peut imposer tout simplement à des monuments, des musées, des offices de tourisme, de tolérer, de permettre à ces personnes-là d'effectuer des visites guidées, aux dépens des guides qualifiés avec les diplômes qui resteront à attendre du travail qui ne viendra pas. Et le deuxième danger de cette loi, c'est tout simplement la délocalisation des emplois. Parce que de cette façon-là, les accompagnateurs des groupes étrangers pourront effectuer les visites guidées sur simple déclaration en tant que guide, sur toujours ce même registre, sans avoir recours aux guides locaux. À Toulouse, les guides conférenciers seraient une quarantaine, dont une vingtaine salariés à l'office de tourisme. Les autres auraient adopté d'autres statuts, comme celui d'auto-entrepreneur, à la merci des donneurs d'ordre. De tous les guides de France, il n'y a qu'à peu près 3% qui sont en CDI. Nous dépendons des tour opérateurs, de la demande des clients, de la saisonnalité. Il y a des mois très bien, et puis il y a des mois où on gagne 0 €. Donc c'est un travail qui est assez précaire. Les guides conférenciers craignent une plus grande précarité et une concurrence au rabais. Une réunion interministérielle doit avoir lieu jeudi pour débattre à nouveau des enjeux de cette déréglementation du métier. Au chapitre judiciaire, un couple d'ex-militants du Front National comparaissait depuis aujourd'hui pour diffamation au tribunal correctionnel de Toulouse. Un procès intenté par Marine Le Pen, la présidente du FN. Les 2 ex-militants des Toulousains auraient dénoncé des propos racistes et antisémites au sein du parti. L'affaire avait fait grand bruit. À l'époque, c'était en 2013. Les propos du couple avaient été rapportés dans un article de nos confrères de La Voix du Midi en novembre 2013. On écoute les avocats des 2 partis à la sortie de l'audience au micro d'Anna Guerre et d'Alain Sorat. Leurs propos sont très mesurés, ils ne citent pas les personnes, ils ne citent pas les noms. Dans leur ouvrage, c'est exactement la même chose. Ils sont mesurés, puis ils rapportent quand même, ils disent clairement que toutes les personnes ne sont pas à mettre dans le même panier. Le Front National est parfaitement identifié, ou à tout le moins identifiable comme étant, selon les époux-portaux, la structure au sein de laquelle ces propos auraient été tenus. Le titre même de l'article le mentionne. Des ex-adhérents du Front National dénoncent l'ambiguïté au sein de leur parti.
Délibération le 26 février prochain. On termine ce journal avec une page sport. Et tout d'abord, on l'a appris aujourd'hui, Jérôme Fernandez quittera le Phoenix Handball à la fin de la saison. Après une entrevue en décembre dernier, il n'y a pas eu d'accord entre le capitaine de l'équipe de France et son club toulousain. On écoute sur ce sujet le président du Phoenix Handball, Philippe Dallard, au micro de Robin Puel. Depuis le début, le club n'a cessé de maintenir les engagements qui avaient été faits. C'est en ce sens que j'ai continué à maintenir l'offre que j'avais faite à Jérôme. Maintenant, voilà, Jérôme m'a fait savoir qu'il ne donnait pas suite à la proposition de Toulouse. C'est comme ça, c'est le sportif de haut niveau, c'est le sport de haut niveau. Jérôme avait un choix à faire, il l'a fait. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait à Toulouse. Jérôme a été un élément fort de notre projet toulousain. Aujourd'hui, le projet continue, sans lui demain, même s'il reste encore 6 mois à partager avec lui. Et on partira sur un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs et une nouvelle organisation. Voilà, et d'après ce qui bruisse sur la toile, Jérôme Fernandez pourrait partir du côté d'Aix-en-Provence. Rien de sûr, évidemment. Valentin Porte, autre international, quant à lui, reste au Phoenix de Toulouse jusqu'en 2016. Allez, direction les terrains et les rencontres de ce week-end à présent avec le TFC, toujours en difficulté en championnat. Les Violets sont désormais 16e de la Ligue 1 après leur match nul face à Bastia 1-1. Le Stade Toulousain, quant à lui, s'est fait fouetter par les Anglais de Basse. Fouetter, c'est le terme qu'a utilisé l'entraîneur Guy Novès en référence à la correction infligée par les Anglais au rouge et noir à Ernest Vallon. Une défaite 35-18 qui fait mal et qui fragilise la participation des coéquipiers de Thierry Dussautoir au quart de finale de Coupe d'Europe. Résumé de ces rencontres avec Samuel Prieur. Cette claque, le Stade Toulousain ne l'avait pas vu venir. Battu 35-18 à Ernest Vallon par le club anglais de Basse, les joueurs de Guy Novès ont souvent subi. Les Britanniques ont réalisé un match presque parfait, surprenant par leur vitesse la défense toulousaine. Ils ont été très opportunistes, ils ont été très bons sur l'homme défensivement et on savait qu'en contre-attaque ils étaient redoutables et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis 3 essais sur des cônes de 4 mètres. Pourtant Toulouse s'était donné les moyens de revenir dans cette rencontre grâce à Maestri, puis UG avant la pause. Mais les Anglais ont maintenu la cadence, ont joué à la limite du correct parfois, comme sur cette cravate non sanctionnée. Au final, la déception est réelle dans les rangs rouges et noirs. On a trop donné le bâton à l'adversaire et on s'est fait fouetter sans finalement avoir d'arguments à ce moment-là. Les points se sont additionnés et puis le résultat est logique. La logique, justement, elle voudrait que le Stade s'impose le week-end prochain à Montpellier, qui n'a plus rien à espérer dans cette compétition. Pour Toulouse, les quarts de finale sont toujours accessibles, mais la tâche s'est sérieusement compliquée. Du côté des Violets, le scénario catastrophe n'était pas loin. Au Stadium face à Bastia, un concurrent direct pour le maintien, les joueurs d'Alain Casanova ont d'abord dominé de façon stérile. Puis le Stadium a tremblé lorsque les Corses ont inscrit ce but mi-cafouillage, mi-billard. Mené, d'abord sans réaction, c'est le Danois Martin Braithwaite qui a égalisé sur cette frappe en première intention. Au final, match nul 1-1, l'opération au classement n'est pas bénéfique. Le TFC est désormais 16e de la Ligue 1 avec 22 points, à seulement 2 unités du premier relégable, Evian, son prochain adversaire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur TLT.